Bon, je vous remercie tous d'être venus. Le but de cette table ronde, c'est d'avoir un temps d'échange qui soit constructif et c'est de présenter les acteurs parce qu'il y en a beaucoup qu'on découvre. Euh, on a ces 3 dernières années tous ensemble réussi à pérenniser une action et en faisant le lien entre le monde du médico-social et le milieu ordinaire pour permettre une inclusion pour tous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'accueil en structure, quand on a une scolarisation à temps plein, c'est entre 15 et 20% du temps. 80% du temps qui reste, c'est les parents. Et qu'après 20 ans, les prises en charge, les places, il y en a encore moins. Et il y a besoin de profiter de ces temps en institution pour préparer à l'âge adulte en milieu ordinaire. Du coup, aujourd'hui, je remercie Monsieur Yann Briançon, délégué du préfet en charge de la politique de la ville, d'être là. Le docteur Cabrol, je suis un petit peu le stagiaire, donc il vérifie, on co-anime. Et avec l'autisme, il faut toujours régler le curseur. Donc là, je pense que là, il y a un expert. Et Carole Lafitte avec le pôle ressources handicap, là l'inclusion on la vit au quotidien. Ça fait 1 an où comment régler le curseur, ouais, là c'est pas mal, elle a des choses à dire. Barry Lingal, la directrice générale de l'APUI et de Chambéry, et Viviane Huss, du projet territorial de santé mentale. Alors là, je crois que j'ai tout fait moi tout seul. Donc, je passe le relais. Aujourd'hui, le but, c'est de parler du projet territorial de santé mentale, la politique de la ville, comment est-ce que on peut bénéficier du projet territorial de santé mentale dans les quartiers dits politiques de la ville, tout en sachant que beaucoup de sans-solutions, des personnes qui sont en attente de solutions, ils trouvent refuge, comme moi je l'ai eu à travers des associations du milieu ordinaire. Et c'est comment on arrive à apporter le savoir-faire nécessaire à ces structures pour que la cohabitation, elle se passe de manière bénéfique et enrichissante pour tout le monde. Est-ce que ça a été clair? Oui. Ah ben ça me rassure. Bon, docteur Cabrol, je vous passe la main. Merci, monsieur. Je peux juste dire en introduction que je suis désolé d'être copilote de cette table ronde, puisque si c'est le cas, c'est lié au fait que à la disparition de monsieur Philippe Grimaud il y a quelques semaines maintenant, il devait être copilote aujourd'hui, que je n'avais pas chance de connaître, mais dont je sais qu'il était très apprécié localement, et monsieur Maintenur était copilote. C'est un grand mot, hein, parce qu'on est un peu copilote ici de nos quotidiens, que ce soit professionnel ou personnel. Mais en l'occurrence, à cette place-là, je suis, car M. Grémont a disparu. Je crois que beaucoup de gens ici doivent y penser et doivent avoir cette pensée pour lui et aux actions qu'il a pu mener sur le plan associatif, en particulier dans ces quartiers. Sur la partie lié à notre table ronde aujourd'hui, il y a quand même quelque chose que je souhaiterais pouvoir évoquer en introduction, puisque j'ai eu l'occasion, on était à Némus il n'y a pas très longtemps, au CHS de la Savoie, avec l'association Neurodiversité Savoie, qui là aussi bien présente aujourd'hui à travers plusieurs personnes dans cette, dans cet espace que je connaissais assez mal, je dois dire, donc que je découvre. Dans ce cadre-là, on a eu l'occasion à ce moment d'évoquer une question à la suite d'une interrogation qui était posée par une personne du public, de l'organisation d'ailleurs, qui était, je crois, un ancien médecin, et qui se posait la question de savoir euh, si, au fond, l'autisme, pour trouver une solution plus inclusive, devait être sorti de la psychiatrie. J'ai trouvé cette question à la fois un peu disruptive, comme on dit, et en même temps intéressante, dans la mesure où toute l'histoire de l'autisme, on le sait, au niveau associatif, a eu pour vocation, quand je dis l'histoire de l'autisme, c'est l'histoire de l'autisme des 30 dernières années,
a eu pour vocation justement d'éloigner l'autisme de la psychiatrie. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes ici qui sont concernées par la psychiatrie. Qu'elles soient autistes ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être autiste pour être concerné par la psychiatrie, il suffit d'être vivant, d'être un être humain et d'avoir des émotions, d'avoir une histoire, d'avoir une trajectoire et un parcours. Alors c'est vrai, je suis assez d'accord sur le fait que moi aussi j'ai fait partie, avec les associations de famille, de ces 30 dernières années, à essayer d'éloigner la notion de psychiatrie et la notion d'autisme. Et je pense que c'est un élément qui reste très important. Mais, d'une certaine manière, ce combat, il est gagné. Ce combat, il a été gagné par les familles. Pour autant, est-ce que on a gagné le combat de l'inclusion? Si c'était le cas, on ne serait pas là. Si c'était le cas, on n'aurait pas l'occasion d'avoir cette table ronde. Et est-ce que c'est de la faute de la psychiatrie? Alors là, je crois pas. Je crois vraiment pas. Parce que aujourd'hui, toutes les personnes qui sont accompagnées par la psychiatrie, comme je le disais, les personnes autistes en font partie, comme tous les êtres humains de cette planète, puisque, juste pour rappel, 20% de la population mondiale est à un moment ou à un autre concernée par la psychiatrie, que ce soit pour des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, et tout ce qui va avec. Donc les personnes autistes, par bonheur, je dirais, ne sont pas exempts de ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exempts d'émotions, d'affects. C'est vrai que, malheureusement, pendant les dizaines d'années, on a pu faire douter de cela, et c'est important de le redire. Les personnes autistes sont des personnes comme tout le monde, du point de vue de leur rapport à leur famille, à leur histoire, à leur parcours. Et de ce fait, peuvent être concernés par la psychiatrie. Mais alors, pourquoi est-ce que, en ayant gagné ce combat de la séparation de l'autisme et de la psychiatrie, de la séparation de l'autisme et du secteur sanitaire, pourquoi est-ce qu'on est encore là à parler des problèmes économiques? Ben, je le disais à ma voisine de gauche tout à l'heure, qui se présentait en tant que membre de la Fédération des Fédération ou Fondation? Fédération. Fédération des œuvres laïques. Il disait: ah, mais vous êtes de la folle. Et pour moi, c'est très important de dire la folle. Parce que pour me dire, il y a une association aussi importante qui rend autant de services, qui peut s'appeler la folle. Je trouve ça formidable. Et je voudrais tellement qu'on vous dise la folle et pas la Fédération des œuvres laïques pour essayer d'éviter, encore une fois, la stigmatisation. Parce que le problème que moi je trouve être au cœur des problèmes d'inclusion, c'est le problème de la stigmatisation. Et qui peut souffrir autant des problèmes de stigmatisation que toutes les personnes concernées par les soins psychiatriques, que ce soit des soins psychiatriques chroniques, et beaucoup de personnes schizophrènes, ayant des troubles bipolaires, sont concernées, malheureusement, tout au long de leur vie par la nécessité de soins, et qui ont cette double peine que d'avoir des maladies graves et chroniques, de devoir prendre des traitements lourds toute leur vie, de devoir assumer d'avoir des soins presque quotidiens pour certains, et en plus d'être stigmatisés par la société. Alors oui, bien sûr, il a fallu absolument écarter l'autisme de la psychiatrie pour des tas de raisons, et en particulier parce que la psychiatrie attire la stigmatisation. Mais je crois que si on continue à être là pour se poser la question de l'inclusion, c'est parce que la question de la stigmatisation dépasse celle de la question de l'autisme. Et vous avez dit, monsieur Vatmur, tout à l'heure, vous avez parlé du travail dans les quartiers. On sait bien, dans les quartiers, moi je ne suis pas un spécialiste du travail social, hein, À votre droite, ça je l'est. suis médecin, et je veux donner la parole à ceux qui le sont, bien sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, simplement, je sais à quel point la stigmatisation, elle peut toucher à la fois
les personnes en situation sociale difficile, et à la fois en situation de handicap, et à la fois en situation de maladie chronique psychiatrique, et malheureusement souvent les trois à la fois. Et donc, si j'avais un rêve quand on me dit, je répondais à mon collègue qui disait il faut sortir la psychiatrie, je dirais bah, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait juste qu'il n'y ait plus de psychiatrie. Ça n'existe plus. Éliminons la psychiatrie, faisons-la disparaître. Le problème, moi je serais favorable. Moi, c'est pas parce que je suis psychiatre, en plus je suis pas très loin de la retraite, encore que quand on est psychiatre, on est toujours un peu loin de la retraite, parce que plus on vieillit, plus on a envie de continuer à travailler. Mais quand même, je ne suis pas spécialement attaché à la psychiatrie. Mais si les psychiatres et la psychiatrie disparaissent, qui va s'occuper? Qui va jouer ce rôle auprès des personnes? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes, et c'est pour ça que cette table ronde, je dirais, vous faites partie de la table ronde, vous voyez, c'est rond là, vous êtes tous dedans, donc désolé, je vous passerai la parole aussi si vous le souhaitez, bien sûr. Mais cette table ronde, elle a pour vocation de mettre en valeur toutes les dimensions. Et heureusement, je crois que les dimensions autour de moi sont moins stigmatisées que celles de la psychiatrie. Heureusement. Mais je pense que le travail, il doit se poursuivre. Et j'aurais aimé me dire que avant justement que j'arrête de travailler, euh, eh bien, je connaisse le temps où les patients psychiatriques ne seront plus stigmatisés, le temps où on pourra dire la folle et le temps où on pourra dire je suis schizophrène, j'ai une schizophrénie, j'ai un trouble du spectre de la schizophrénie, puisque c'est ça le terme, un trouble du spectre de la schizophrénie. Et que les gens ne vous regardent pas de travers, que les gens ne se disent pas à ce moment-là, ouh, je vais peut-être m'éloigner un petit peu. Et voilà, j'aimerais connaître ce temps-là. J'espère connaître ce temps-là, mais j'avoue que plus le temps passe, plus j'ai des doutes, parce que j'ai le sentiment quand même que la stigmatisation reste une problématique grave et contre laquelle on doit lutter. Alors bien sûr, toutes les stigmatisations, évidemment, moi je suis plus concerné. Et concernant le travail social, et que nous dit la ville, les politiques de la ville, pour essayer de sortir de cette difficulté? Monsieur Briançon, que j'ai l'honneur de rencontrer pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais vous entendre. Je vous remercie. Je me présente, donc je suis Yann Briançon, je suis délégué du préfet à la politique de la ville. Je suis très content d'être avec vous. J'ai été très surpris qu'on m'invite. Alors, je suis sûrement autour de nous tous, même de nous tous ici, moins spécialistes des questions de handicap, d'autisme qu'on va aborder. Mais moi, je vais avoir un regard qui est celui effectivement de la politique de la ville. Alors, en deux mots, la politique de la ville, c'est une politique qui vise à réduire les inégalités entre des quartiers qu'on a repérés parce qu'ils étaient pauvres, puisque c'est la raison pour laquelle on les détermine en politique de la ville, et les autres territoires ou les autres populations d'une agglomération. Donc en Savoie, il y a trois quartiers en politique de la ville. Il y a les Hauts-de-Chambéry dans lequel on est aujourd'hui, il y a le Biolay, et il y a à Albertville, un quartier qui s'appelle Champ-de-Mars, Val-des-Roses, Fontainebleau. Pour vous donner quand même une idée, on va arriver progressivement au sujet, mais le taux de pauvreté dans ces quartiers, il va de 42 à 48%. Ça veut dire qu'il y a 42 à 48% des gens dans ces quartiers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Savoie, c'est 8%. Pour se donner à peu près l'écart, on est dans un département riche où il y a des écarts. En Seine-Saint-Denis, il y a moins d'écart. Mais en tout cas, ça montre un peu la disparité entre ces territoires et le reste de la population. Et, et peut-être ce qui m'intéresse d'être là aujourd'hui avec vous, c'est que on a quand même aujourd'hui, en termes de recherche, de connaissances scientifiques, la certitude qu'il y a un lien entre la précarité et les problèmes de santé. Par contre, je pense qu'on a peu encore de réflexion en littérature sur la question de comment ces problèmes de santé mentale, de handicap, même plutôt de handicap, puisque sur la santé mentale, se travaille dans ces quartiers prioritaires. On a, en tout cas, dans notre politique publique, qui est la politique de la ville, c'est une question qui est un peu invisible aujourd'hui. On ne travaille pas beaucoup cette question, on en travaille plein d'autres. Ce qu'on repère quand même, en tout cas ce que nous, ce qu'on discute, ce qu'on repère entre acteurs, c'est
de plusieurs registres. Quand on est plus pauvre, en général, on accède moins à ses droits. Donc, quand on est en plus en situation de handicap, eh ben, on a des difficultés encore majeures à accéder à ces droits. Je vais vous donner quand même une indication. En QPV, dans les quartiers prioritaires, il y a environ 50% des gens qui n'ont pas l'ensemble de leurs droits. Donc, on peut imaginer que quand on vit une situation de handicap contraignante, lourde, on se rajoute encore une difficulté. On a une autre difficulté, c'est qu'on ne détecte pas, on détecte mal les handicaps dans ces quartiers-là, pour des raisons, encore une fois, d'accès aux soins, de proximité, de mobilité. Alors, on cumule des difficultés. On est parfois stigmatisé. On a quand même souvent ce retour de personnes qui disent bah, en fait, on me renvoie que c'est de ma faute si mes enfants, ça ne va pas à l'école. Alors, c'est souvent le cas, ça peut être le cas partout, en quartier prioritaire politique de la ville. En plus, on est d'origine étrangère. En plus. Donc, on encourt encore plus de risques d'être renvoyé à son identité et à être stigmatisé. Ouais, ceux qui sont en attente de renouvellement de leur titre de séjour, ils ont très chance. Aussi, c'est c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est aussi un sujet. C'est pas le en tout cas. C'était pour ça que vous avez fait venir les délégués du préfet. C'est ça. Voilà. Donc on a ces questions de stigmatisation qui se posent. Voilà, et en tout cas, on a en politique de la ville, on a cette question de la précarité, de comment est-ce que la pauvreté va se mettre avec cette question du handicap. Et je voulais quand même dire que le quartier est aussi une ressource. C'est une intuition, c'est-à-dire, et je pense qu'il y a des gens qui pourront en parler ici, mais je travaille dans les quartiers depuis 20 ou 30 ans et on a toujours, le handicap a toujours existé dans ces territoires-là. Et il y a aussi des formes de solidarité qui s'exercent qu'on ne trouve pas à d'autres endroits, des formes de prise en charge qu'on trouve moins qu'à d'autres endroits, des formes ouais, d'imagination, d'économie de la débrouille. Ça, on sait que ça existe dans ces territoires et ça existe aussi en matière de handicap. Et c'est aussi des ressources qui sont à valoriser. Voilà, donc en tout cas, vous dire que moi je suis content de pouvoir aborder cette question avec vous, que c'est une question qu'on connaît mal. On a un conseil citoyen avec des représentants qui a interpellé les pouvoirs publics sur cette question en disant qu'est-ce qu'on fait dans ces quartiers pour cette question, pour ces personnes dans ces situations-là, que du coup on travaille avec la FOL. La Folle Savoie, il y en a une par département. Ouais, voilà, la grande FOL Chacun la de Savoie. Et du coup, on travaille à un diagnostic en ce moment sur les questions de handicap dans les quartiers prioritaires avec à la fois des choses qui nous apparaissent petit à petit et plein de difficultés. C'est-à-dire, on n'arrive pas aujourd'hui à identifier bien le problème. On n'a pas les données des différents acteurs qui sont facilement accessibles. On n'arrive pas à ce que les gens aient une parole libérée sur la question. Enfin, voilà, on sent qu'on est au début. Là, pour moi, de notre côté, on est plutôt pour l'instant dans un impensé de politique publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives nombreuses, des choses qui se passent, des gens qui font des choses. Il y a plein de choses formidables qui se passent. Mais voilà, on est dans une réflexion qui est encore peu aboutie sur ces questions de handicap. Monsieur Malmur, vous avez quelque chose à dire sur le violet? Ah bon, on est en contact direct, mais je ne veux pas Et spoiler. sur la manière dont on peut travailler entre la politique des quartiers et le handicap. Ça avait été le sujet de mon mémoire au DU, dans lequel j'avais dit qu'il fallait un lieu refuge et un lieu sécurité et bienveillance, un lieu ressource, un lieu relais, et que pour l'émancipation, tout ça réuni, on pouvait avoir un tremplin. Et le tremplin, c'est vers l'inclusion. Et vu que tout est à découvrir, moi je l'ai dit en tant que spécialiste lors de ma présentation, vous avez validé, c'est qu'en tant que spécialiste de l'autisme, on dit à tout le monde, on ne connaît rien à l'autisme. Ce qu'on gère aujourd'hui, ce sont les troubles associés, parce que le décalage entre la temporalité et la sensorialité des personnes concernées provoquait une très forte altération de la santé mentale. Que l'autisme, tant qu'on est altéré par la santé mentale, on ne peut pas le vivre. Donc, j'avais dit qu'on avait besoin des spécialistes de la vie. Et dans les spécialistes de la vie, je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai eu une grosse pensée pour Jacqueline Rastello. Et c'est vrai qu'avec l'émotion, j'avais pensé à parler de Philippe Grimont. Et on est vraiment dans la réalité où on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Et qu'on acquiert des compétences. Mais le problème, c'est que si on ne les transmet pas, et ben le jour où on part, ces compétences, elles disparaissent avec nous.
Et que quand on est autiste, on est très personne dépendant et que si toutes ces compétences, on n'arrive pas à les fédérer, à les réunir dans un système où on devient système dépendant en valorisant la particularité de chacun, eh ben, on prenait le risque que ça se perde. Et souvent, on le voit dans les témoignages des familles. Moi, je m'en inspire régulièrement dans l'accompagnement de mon fils. Il y a eu plein d'expériences en réussite, mais qui ont disparu avec les personnes. Et là, il y a tout à refaire. Et l'idée vraiment, c'est avec le projet territorial de santé mentale, la politique de la ville, où là, il y a quand même des compétences qui sont départementales. C'est comment on accompagne toutes ces associations qui, eux, malgré tout, nous accueillent avec la force du cœur, parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est qui de mieux pour comprendre quelqu'un en souffrance, quelqu'un qui l'a déjà compris. Moi, Imen, il est non-verbal, mais quelqu'un qui a vécu je sais pas comment le qualifier, mais ils savent reconnaître les émotions et eux, ils savent verbaliser. Et c'est eux nos plus grands profs parce qu'ils nous donnent, ils sont comme ils auraient voulu qu'on soit avec eux. Et là, l'enrichissement par le partage, c'est vraiment les invisibles qui nous le donnent. Et pour le coup, dans les quartiers dits politiques de la ville, c'est vers eux qu'on a accès parce que c'est eux qui ont la solution avec la bricole. Et l'idée là, c'était vraiment de présenter qui fait quoi. Et du coup, c'est l'expérimentation. Nous, on a une expérience participative qui a commencé avec l'intégration du CESAL, parce que c'est ce que nous avez dit. Vous nous avez parlé d'alliance thérapeutique. Vous nous avez dit, les parents, partout où vous allez, on vous suit. Participer à un colloque sur l'autisme, un groupe de travail parents professionnels. Les conclusions, c'était professionnaliser les parents, parentaliser les professionnels. Donc l'objectif, il est là, le vecteur, il est là, et c'est comment tous ensemble, avec tous les acteurs, on arrive, comment chacun fait sa part. Parce que Et du tout coup, seul, c'est trop lourd. Voilà. juste pour répondre et rebondir, c'est vrai qu'on a des lieux comme on a parlé de Jacqueline, mais comme le Café Violet, comme les SCAL, enfin, comme les centres sociaux. En fait, on a des lieux d'accueil inconditionnel qui sont fréquentés par des gens qui viennent, quelle que soit leur origine, leur envie, leurs besoins, et dans lesquels s'inscrivent effectivement des gens qui vont avoir des troubles autistiques ou autre chose. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est des lieux. On a un enjeu important, c'est comment ces lieux-là sont inclusifs, et comment les gens qui. La spontanéité. Alors, La spontanéité je des pense qu'ils échanges. savent faire. Après, on a des besoins, j'imagine, enfin, je pense, de formation, de qualification, comprendre, parce que ça peut aussi être déroutant. Hein. Je pense que je pense aux maisons de l'enfance aussi, qui sont des lieux quand même extrêmement importants d'accueil. On a bien avancé quand même sur cette Bien question. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie des. Enfin, les quartiers sont aussi des lieux, enfin, des endroits où on trouve ces lieux d'accueil inconditionnel. Ils me paraissent être des endroits importants où la santé mentale se discute, se travaille, Elle se vit au se quotidien. vit au quotidien entre les habitants. C'est vrai que sur la dimension, vous avez fait référence à la journée parents professionnels qui avait été organisée dans le cadre du DINFA il y a 3-4 ans, 4 ans. 17 janvier 2020. Et c'est À déjà l'INCS. le savoir, c'était juste après. Puis, j'étais un petit peu. Je me rappelle avoir été intervenu, mais j'étais un peu comme sur un nuage. Et donc, je me souviens de cette journée et je me souviens l'importance que j'accorde à un point qui me paraît essentiel. Souvent, quand on fait des présentations, surtout quand on fait des formations, on dit les personnes autistes pensent comme ci, ressentent comme ça, mais nous, et les personnes, etc., et nous. Alors, évidemment, ça, il faut quand même casser un peu ce truc. C'est un peu comme parents et professionnels. Il faut casser cette histoire. Il n'y a pas d'un côté les personnes autistes et d'un côté les autres. D'abord, parce que quand on dit nous, c'est qui nous? Si on dit que c'est le professionnel, beaucoup de personnes autistes sont professionnels de la santé mentale. Beaucoup de personnes autistes travaillent dans le champ de la psychiatrie, par exemple, ou dans le champ du secteur social ou du secteur médico-social. Beaucoup de personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement travaillent dans ces secteurs. Donc là, déjà, ce nous et les autres, il n'a aucune valeur. Ceux qui ne sont pas eux-mêmes personnes autistes ou personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement ont souvent un frère, une sœur, une maman, un papa, eux-mêmes concernés par le sujet. Je ne dis pas que c'est une nécessité quand on a un frère ou une sœur ayant un trouble du neurodéveloppement, travailler ensuite en psychiatrie dans le secteur social ou médico-social. Ce n'est pas une obligation, loin de là. Mais, je veux dire, ça arrive très souvent, tout simplement parce que ça représente beaucoup de personnes. Les troubles du neurodéveloppement, ça représente beaucoup de personnes dans notre monde. Donc déjà, le nous et les autres n'a pas de valeur. Parents professionnels non plus, puisque
je viens d'évoquer le fait que les parents et les professionnels sont souvent d'un côté de cette barrière invisible que l'on veut créer ou de l'autre, selon les jours, selon le soir. Le soir, on est parent, la journée, on est professionnel, et on est toute la journée, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, concernés par la question. Donc déjà, cette dimension de nous et les autres, elle doit être absolument revue dans notre vocabulaire, dans notre façon de dire les choses. Et puis, je vais vous faire une petite confidence, pourquoi je suis en Savoie. Ça fait quand même un petit moment, ça fait depuis 26 ans, 27 ans. Donc, il y avait une question sur le premier enfant, je me disais à Paris, j'étais à la Salpêtrière à l'époque, je travaillais, je m'occupais d'une unité d'hospitalisation. Bon, il y avait peut-être une question pour moi de pollution par rapport à mon premier bébé qui venait de naître, mais en dehors de ça, il y avait surtout la question de la violence des territoires quand ils sont sur des dimensions qui sont hors de portée des politiques de la ville et des portées des politiques sociales et politiques en général sur les soins qu'on apporte aux personnes. Je trouvais ça insupportable. L'anonymat et la violence de l'anonymat dans ces propos. Je me suis dit, je veux venir vivre dans un territoire où mon patient, c'est mon voisin, c'est mon ami, c'est un proche. Au moins en Savoie, c'est assez petit pour qu'on puisse se dire, mon voisin, mon patient, c'est les mêmes. Mon ami et mon patient, c'est les mêmes. Mon patient est un proche, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça change à peu près tout. Vous avez parlé du projet territorial de santé mentale, même si je sens que ça... Non, non, voilà. Mais je non, propose peut-être que... Je ne sais pas si tout le monde sait ce que j'ai le projet territorial de santé mentale, parce que Vous avez lu dans les pensées. techniques. Et je vous disais que Madame Nuis, qui en est la porteuse officielle, Nuis qui connaît bien l'autisme, puisqu'elle a été à l'ARS Île-de-France, elle a participé à un travail qui a été fait pour la stratégie actuelle, la stratégie nationale. Va nous parler et nous dire alors qu'est-ce que c'est que ce projet, fameux projet territorial. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est que le PTSM en quelques minutes, sinon je pense que je vais vous faire fuir. Puis surtout, je pense qu'on a aussi à mes côtés des personnes qui incarnent des types de réponses et qu'il faut qu'on puisse se passer la parole. Par contre, c'est bien que j'intervienne maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien que j'intervienne maintenant après que vous soyez intervenu, parce que le projet territorial de santé mentale, il y en a un par département, donc c'est partout en France. Il y a un coordonnateur ou une coordinatrice, comme moi, qui, sur un territoire, coordonne. Ça va, vous m'entendez? Oui. Ouais. Coordonne un projet pour le département, avec le département. Mais c'est un projet qui concerne la santé mentale. D'accord? La santé mentale, c'est très vaste. Comme on l'a dit, enfin, le docteur Cabrol l'a rappelé, on peut être, il y a un cinquième de la population qui peut être concerné à un moment donné de sa vie par un trouble psychique. La santé mentale, c'est encore autre chose, c'est pas le trouble psychique. La santé mentale, c'est aussi la question du être bien. Et quand tu disais, quand on est autiste, quand on est une personne avec trouble du spectre de l'autisme, on a plein d'occasions de ne pas se sentir bien, parce qu'on évolue dans un environnement qui n'est pas toujours adapté, qui ne permet pas toujours de se sentir bien, parce qu'on est quand même en décalage par rapport à un environnement sociétal qui n'est pas fait pour les personnes autistes, ni pour les personnes multidys, ni pour les TDAH, et qui est hyper violent quand on est soi-même porteur d'un TSA. Donc la santé mentale, ça concerne aussi le public trouble du neurodéveloppement, on va dire, parce que la santé mentale porte sur la question du bien-être aussi. Être bien et se protéger au niveau de son mental, pour effectivement éviter d'être fracturé psychiquement par quelque chose qui va venir faire violence dans le psychisme. Je fais court. Donc en Savoie, l'Agence régionale de santé, comme dans tous les départements, elle finance un poste comme le mien pour que les acteurs de l'hôpital, du conseil départemental, de l'intercommunalité, du médico-social, de l'associatif, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de monde,
Insertion. que tout ce que tu veux, l'emploi, le logement, la santé mentale, aujourd'hui, elle est partout, cette dimension protection du psychisme des personnes et des citoyens. Mais vous comprenez bien que du coup, avec mes petits bras musclés, puisque je suis seule sur le PTSM, à le porter, alors bien sûr avec l'ARS, avec le CHS de bassin, puisque c'est le CHS de bassin qui porte le poste, mais le bureau de la coordination, il est au CHS. Et effectivement, je travaille beaucoup aussi avec les services du CHS, puisque c'est un peu l'ancrage. Mais bien sûr, encore une fois, le PTSM, c'est pas la psychiatrie, c'est toute la santé mentale. Et donc, il s'agit pour un territoire comme la Savoie, qui effectivement est un petit territoire, 400 000 habitants, des vallées, donc en plus des infra-territoires, Maurienne, Tarentaise, Haute-Tarentaise, Avant-Pays Savoyard, Grand Aix, Grand Chambéry. Et tout ça, c'est des cultures territoriales très différentes, avec des bassins de population très différents, avec parfois des personnes concernées par l'exil, plus dans un coin de la Savoie que dans un autre, etc. Et donc le PTSM est censé fédérer et coordonner toute cette puissance de frappe, et j'insiste parce que la Savoie est particulièrement riche en termes de réponses. On l'a vu, les centres sociaux, les intercommunalités, les communes elles-mêmes, dans l'adversité, elles des réponses. Et je vois en Haute-Tarentaise, en Tarentaise, on fait que les moyens du bord, quoi. On n'a pas de médecin, on est dans un désert médical, et pourtant, on va quand même, la communauté professionnelle territoriale de santé, elle va aller chercher tous les libéraux, et elle va dire comment on construit une réponse médicale, comment on prévient, parce que c'est ça aussi le PTSM, c'est prévenir le risque. Et oui, ça fait beaucoup de monde, et que c'est pas parce que le territoire est petit que c'est facile. Et je dirais même que dans un territoire de montagne, Dieu sait si je suis une amoureuse de la montagne, eh bien, c'est à la fois formidable parce que partout en Savoie, il y a du répondant, que c'est différent en fonction des zones de la Savoie, cette réponse qui est apportée. Si on est à Chambéry, on a toutes les ressources de l'agglo, on a une concentration quand même de la puissance de frappe du service public. Quand on s'éloigne des grandes villes là, de la Savoie, ben, d'un coup, ouf, il y a les montagnes, mais par contre, il y a moins de médecins. Encore que c'est pas sûr, parce qu'on a observé autour de Chambéry, avec la densité de population, ben, par citoyen, il y a moins de réponses finalement. Le ratio, ben, il est plus dilué finalement, parce qu'on est plus nombreux. Et du coup, euh, l'idée, c'est que le PTSM, il va se mettre aussi au service de toutes ces réponses pour les fédérer, pour éviter la déperdition d'énergie. Parce que plus on a de strates et de réponses diversifiées, et plus il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éclatement. Et du coup, moi, de ma fenêtre PTSM, je suis particulièrement sensible à tout ce qui ne fait pas fédération. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité particulière de ma fenêtre, et peut-être aussi parce que je suis moi, je suis particulièrement sensible à tout ce qui va faire éclatement. Et je vais passer mon temps, en tant que corps de PTSM, à ramener toutes les parcelles qui sont éclatées et à les rapprocher pour dire là, arrêtez de bosser là, là et là. Dites-vous bien que vous faites la même chose et que du coup, rassemblez-vous pour offrir plus encore et mieux encore et mieux expliquer encore. Parce qu'il y a aussi ce problème en Savoie, c'est que tout le monde ne se connaît pas. Donc des journées comme aujourd'hui, ça sert à se connaître, à ce qu'on appelle l'interconnaissance. Et c'est vrai qu'on rencontre plein de gens, on comprend mieux, etc. Mais j'allais dire ça, c'est pas encore suffisant. En Savoie, il y a un grand défi qui est d'être plus lisible dans l'offre qu'on apporte aux personnes autistes, aux personnes avec troubles du neurodéveloppement. Il y a encore un gros travail à faire sur, vous avez parlé de la stigmatisation. On a dans le cadre du PTSM les semaines d'information en santé mentale, vous devez connaître pour un certain nombre d'entre vous les SISM. Pour 2025, les SISM, c'est 2 semaines en octobre sur sensibiliser à la question de la santé mentale. Madame la ministre, Oui. qui connaît les sismes pour de vrai? Merci beaucoup. Moi, personnellement, en 30 ans de gage, j'ai dû mettre 20 ans à savoir que ça existait. C'est un gros problème.
Ouais. Les CIS ont besoin C'est d'être ça. mieux connus C'est ça. parce que, effectivement, c'est un outil de déstigmatisation, Oui. mais très peu connu. Oui. Et je pense que là, il y a vraiment un défi. Pardon. Merci de Non, mais confirmer. et du coup, les impression. sismes 2025, justement, on a un petit truck qui va se balader partout dans la Savoie et qui va venir, en tout cas, c'est ce qui devrait se produire, sur les Hauts-de-Chambéry, pour venir sur un territoire, effectivement, où on sait que voilà, la question des situations précaires est plus intense qu'ailleurs. Dans le PTSM, il y a une fiche action, il y a plein de fiches actions, et il y a une fiche action sur les populations vulnérables, population en situation précaire, population issue de l'exil, population handicapée vieillissante, les personnes détenues sortantes de prison, qui sont aussi une population stigmatisée parce que ce sont des personnes qui sortent de prison, qu'elles sont peut-être autistes aussi, et qu'elles vont très probablement se retrouver en situation précaire, et donc particulièrement exposées à la récidive et exposées aussi à un inconfort sociétal massif. Donc le PTSM, il est censé fédérer toutes les actions en faveur de la préservation de la santé mentale des personnes, tous citoyens confondus, qu'on soit autiste ou pas. Mais effectivement, il va aussi chercher à prioriser ce projet en faisant en sorte que les personnes travaillent plus ensemble, non seulement se connaissent, mais agissent ensemble. Parce que c'est bien de se connaître, mais ça suffit pas. Parce que souvent, en plus, on croit se connaître, en fait, on se connaît pas bien. Donc, ça sert à ça, les PSM. Je pense que j'ai essayé d'être Très bien. balayé large. Mais donc voilà, sachez que c'est un travail qui conduit à, par exemple, il y a un observatoire de la jeunesse que porte le conseil départemental, qui a le vrai souci d'accompagner ces jeunes, parce qu'en Savoie, on se suicide beaucoup quand on est jeune. Les 10-24 ans, c'est un fort taux de suicide en Savoie, c'est un des plus élevés de la région Rhône-Alpes, avec 2-3 autres départements. Mais il y a quand même 13 départements en Rhône-Alpes. Donc, il y a dans le PTSM tout un aspect prévention du suicide, chez les jeunes notamment. Et donc, le conseil départemental, il a lancé des travaux sur un observatoire de la jeunesse. Eh ben, avant que le conseil départemental intègre que ça concernait le projet territorial de santé mentale et qu'il y avait un travail de prévention, de sensibilisation, il y avait à obliger les centres hospitaliers à utiliser Vigilance. Vigilance, c'est un dispositif national qui a pour but de prévenir la récidive du suicide, le repassage à l'acte. Eh ben, insuffisamment mis en place en Savoie. Ça regarde le PTSM, mais ça regarde d'abord les services d'urgence de tous les centres hospitaliers de toute la Savoie. Et ça, c'est un gros travail. Une urgence psychiatrique en Savoie. Il n'y a pas d'urgence Non, psychiatrique. il n'y a pas de. Et enfin, disons que Elle est le centre organisée. hospitalier métropole Savoie, de Chambéry, concentre une grande partie des missions spécifiques des urgences, et en particulier sur la partie urgence psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence de nuit. On peut être hospitalisé, bien sûr, pour des raisons psychiatriques la nuit, que ce soit au CHS ou que ce soit au CHMS. Et la journée, il y a actuellement des psychiatres, des infirmiers, des psychologues qui rencontrent les personnes qui viennent aux urgences. Mais il ne veut pas déprimer disons, notre assemblée sur les problèmes d'apocalypse médicale, mais je dois dire que nous sommes très en difficulté, je dirais, sur le nombre de postes de psychiatres sur le département. Un grand nombre ne sont pas pourvus. D'ailleurs, pas en Tarentaise et en Maurienne. Enfin, si, en Maurienne, c'est très difficile, c'est une partie la plus difficile, mais pas en Tarentaise. Mais par contre, Une sur explication. tous les autres secteurs, il y a beaucoup d'explications. Certaines sont nationales, d'autres sont C'est liées à multifactoriel. des facteurs, c'est multifactoriel. Mais, et c'est vrai que c'est une difficulté parce que le poste, par exemple, les postes des urgences n'ont pas été occupés pendant de nombreux mois pour des différentes raisons liées à la possibilité simplement de trouver des médecins psychiatres pour pouvoir les occuper. Ils sont de nouveau occupés depuis peu de temps. Donc, c'est une satisfaction au moins pour ces postes-là. Mais enfin, il y a une grande disparité actuellement sur l'offre de soins médicales psychiatriques, mais il y a de toute façon la possibilité d'être accueilli aux urgences à toute heure et d'avoir une réponse spécifique malgré tout. Là, c'est le relais par club parce que les trois acteurs
dans vos témoignages, vous êtes des personnes qu'on voit de façon ponctuelle, en charge, mais ceux qu'on voit au quotidien, maintenant c'est à eux qu'on va donner la parole, ceux qui nous accompagnent au quotidien et qui ont besoin justement de faire les liens avec tout ce qui existe. Ben, il y a Carole Lafitte et Marie Linière. Et du coup, moi, ma question, c'est le projet territorial de santé mentale, vous, qu'est-ce que vous avez à en dire et comment ça vous impacte? Et au délégué du préfet dans les quartiers politiques de la ville pour l'inclusion, comment tous ensemble on peut faire en sorte que cette richesse dans les quartiers populaires, elle puisse servir de modèle, qu'on puisse reproduire sur l'ensemble du département. Alors, pour répondre à tes questions, en reprise juste de petite introduction, je vais reprendre la folle, parce qu'en fait, c'est intéressant, le jeu de mots. On aime bien dire la folle, et je repense en fait à l'origine du métier de notre champ d'éducation populaire, qui est l'animation, et qui comprend cette partie du droit commun dont on parle aussi ici aujourd'hui. Un animateur, c'est fou. Hein, il y a une folie chez l'animateur qu'on demande encore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un animateur, il est formé avec un BAFA aujourd'hui, qui est à la base un engagement, un brevet d'engagement. Et ces animateurs BAFA, à partir de 16 ans, on leur demande d'être fous, hein, c'est-à-dire mettre des chapeaux, prendre le micro, faire une danse improvisée, faire collectif avec une diversité d'enfants. Voilà. Donc, j'aime bien cette petite symbolique. Et nous, je dis notre métier, en fait, il vient de là. Et aujourd'hui, ces animateurs BAFA, ces structures de l'éducation populaire ou socioculturelle qui existent sur les quartiers, voilà, sont en présence toujours avec un peu ce même modèle, pas professionnel, d'engagement bénévole, mais voilà, le métier s'est professionnalisé par ailleurs. Et donc, on dit des généralistes de l'accompagnement de l'enfant, de la parentalité, de l'accueil, de l'animation, du lien social, etc. Et donc, on anime la vie des gens, comme je dis, on est au quotidien des gens. Aujourd'hui, un habitant, il pousse la porte d'un centre ou d'un espace, il doit avoir le café, il doit avoir un endroit de discussion, il doit pouvoir livrer un peu son état et en même temps, voilà, avoir accès à ses droits, etc. Donc, on est dans ce travail-là du quotidien. Et pour autant, le droit commun, il ne donne pas de spécialité. Et là, je vais en venir à la question, en fait, aussi qui nous anime et puis qu'on doit réfléchir ensemble, c'est aujourd'hui, dans le cadre des missions du pôle ressources, on doit accompagner donc, ces structures pour accompagner au mieux les enfants voilà, qui auraient des besoins spécifiques avec du spectre autistique ou peu importe. Et il y a une peur. Il y a une peur des personnes. Elles ne savent pas faire, c'est pas qu'elles ne veulent pas accueillir. Parce qu'en fait, les enfants ou les publics, les habitants, ils se connaissent dans ces quartiers. Donc, en fait, ils les ont vus grandir presque à 2-3 ans. Les mamans étaient déjà peut-être sur les cafés parents, donc ils intègrent un centre, etc. Et au moment où il faut passer une journée de loisirs, où l'enfant a toute sa place, comme les autres, aujourd'hui, on nous révèle, mais comment on fait? Parce qu'en fait, on nous a dit qu'il avait un TND, on nous a dit qu'il avait tel trouble. Alors apparemment, il faut adapter des choses, mais nous, on ne sait pas faire, parce qu'on est des animateurs. Et on ne demande pas aux animateurs dans les formations d'avoir un peu une spécialité qui aurait une forme de baguette magique. Comme on dit, la baguette magique n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est le droit commun, en fait, il doit regarder, en fait, l'humain. Alors, c'est un peu en hauteur ce que je dis, mais je reviens sur les endroits de stigmatisation que vous parliez. Nous, en fait, ça se situe plutôt à cet endroit-là. C'est-à-dire, une personne va arriver avec des besoins spécifiques, un handicap, mais quel que soit, si c'est un défaut de langage, si c'est un comportement inadapté, comme on peut le dire, une personne qui arrive en fauteuil, en tout cas, c'est une personne qu'on regarde. Et on apprend quand on est animateur, une chose, par contre, c'est d'adapter un environnement. Et je reviens à cette origine-là, parce que pour vous donner aussi la connaissance métier, et c'est le deuxième point que je vais aussi parler pour faire le lien avec notre objet ensemble, on apprend un animateur quand on fait un grand jeu, bah voilà, il y a un enfant qui ne peut pas se déplacer, donc il va être sur un rôle d'arbitre en fait. Il ne va pas courir comme les autres, il ne peut pas. Donc lui, il va prendre une autre place. Voilà comment en fait on fait collectif avec des individualités dans ce champ qu'on appelle le droit commun, le loisir, etc. Par contre,
On ne sait pas qu'une personne a besoin de lumière un peu tamisée parce que ça va lui donner, elle a une hypersensibilité, donc du coup, il faut peut-être avoir un coin un peu plus calme pour qu'elle puisse passer une journée avec l'enfant. C'est là où on a besoin, et je dis le lien entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire, de travailler, de travailler, je crois, beaucoup plus ensemble. Nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a encore des champs et des cultures professionnelles là, qui sont encore en silo sur des endroits. Et quand on regarde les besoins d'un parent qui va accompagner son enfant ou l'enfant lui-même, effectivement, où on doit aller, les professionnels de leur fenêtre le savent. Mais par contre, comment une personne voilà, a accès à une information d'orientation cohérente, simple. Le champ scolaire, c'est là. Le champ du loisir, c'est là. Le sport adapté, c'est là. L'emploi, c'est là. Et aujourd'hui, c'est très, très en silo. Et je pense que nous, déjà, les professionnels, nous devons encore mieux nous connaître. Alors, la solution, je ne l'ai pas, hein, parce que faire des réunions, c'est une chose, mais en tout cas, quel serait l'endroit ou l'espace pour qu'on puisse construire ça au plus proche, en proximité? Comment on intègre, et là, je vois voilà, des personnes autour de enfin, en face, pardon, autour de la table, mais dans le cercle, qui sont voilà, sur le quartier, qui participent, qui ont des engagements, etc., qui représentent une structure. Enfin, comment est-ce qu'il y a une information qui circule là aussi, parce que c'est des premières portes d'entrée, un voisin, une grande sœur, voilà, encore une fois, le prof de judo, je ne sais pas, du quartier. Tous ces relais-là, en fait, font qu'il y ait une orientation, parfois pour les personnes les plus en difficulté, en tout cas si je me rattache à l'endroit des quartiers, mais il y a quelque chose à penser entre nous sur cette orientation. Et donc, pour revenir non pas sur l'endroit de la santé mentale particulièrement, parce que nous, au titre du pôle ressources, par exemple, on ne va pas être interpellé directement là-dessus. Et en plus de ça, nous ne sommes pas des spécialistes. Donc, du coup, on a besoin de voir ce qui se fait, effectivement, pour accompagner au mieux les personnes. Et pas, voilà, comme tu disais, détenir une relation unique. Et quand la personne s'en va, plus rien n'existe, en fait. Il faut qu'il y ait une consolidation des Je actions. connais des parents qui ont déménagé pour suivre leur Voilà. assistante sociale. Ouais. Il y a des personnes qui déménagent pour être plus proches de certains accès, aussi par rapport à des En mobilités. gros, le jour où tu déménages, il y en a beaucoup qui vont te suivre. Ou, J'ai pas dit, j'ai pas dit. Et en tout cas, même si on se connaît, parfois, c'est effectivement sur quoi on sait s'interpeller. Ça, je pense qu'aussi dans les professionnels, c'est important. Comment un parent, encore une fois, vraiment, il sait où aller, où avoir une réponse. Nous, on peut se dire, tiens, les MDPH, ils font ça, le médecin, il fait ça. Mais je pense que c'est encore trop restreint en termes d'information. Donc ça, je pense collectivement quelque chose à faire. Il est temps qu'on commence. Ouais, voilà. Donc pour moi, en fait, on ouvre, enfin pour moi, pour l'endroit dans la place dans laquelle je parle, c'est qu'on a ouvert, on ouvre une porte sur la vision inclusive, pour revenir, la dynamique inclusive en tout cas à aborder, sans stigmate. En tout cas, faut la lever, je pense. Et regarder ça comme avant tout une personne qui va avoir des besoins. Et du coup, comment ensemble on peut juste permettre à sa personne d'avoir ses droits, de profiter du loisir, que ce soit du commun. On est dans le droit commun. Mais c'est surtout le droit d'être soi. Et oui, Et ça, c'est le plus grand projet. C'est le droit d'être soi. Parce qu'on voit les mécanismes de compensation quand ils cassent, surtout avec l'autisme, on le voit. Parce que l'autisme, en fait, on a la séquence au ralenti, mais on a la séquence en accéléré. Donc, c'est quand même un indicateur un peu sentinelle. Il y a une association sur Grenoble qui s'appelle Sentinelle, c'est pas pour rien. Du coup, c'est vrai que avec l'autisme, on a la séquence au ralenti, la séquence en accéléré. Et quand on sait faire avec les autistes, généralement, on sait faire avec tout. Sur le droit d'être soi et le droit commun et l'engagement à être un peu fou, je voudrais juste rebondir sur moi, ce qui me semble de toute façon être le seul obstacle à l'inclusion, que moi je considère, en tout cas dans l'enfance et l'adolescence, il n'y a qu'un seul obstacle à l'inclusion, c'est effectivement l'injonction de ne pas être soi. Mais l'injonction de la société à ne pas être soi. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde sait comment faire en sorte que tous les enfants soient accueillis à l'école. Tout le monde le sait. Il suffit que les parents d'élèves l'acceptent.
les parents des autres élèves. L'école doit les accepter, l'école doit s'adapter, mais ça ne sert à rien si les autres parents d'élèves ne les acceptent pas. C'est le seul levier, le droit à être un peu foufou. La petite fille qui est maternelle, elle en a un ou deux petits garçons un peu foufou. Elle dit ah, mais il tape sur tout le monde, personne l'aime, etc. Garçon TDAH, c'est classique. J'ai dit mais il a le droit, le foufou. Il a le droit. C'est pas grave. Il faut jouer quand même avec lui. Elle dit ouais, mais c'est vrai qu'il est quand même plus gentil avec moi. Elle. Peut-être parce que elle a en tête qu'on a le droit d'être un peu foufou. Et ce droit-là, il est le seul levier possible. Si les autres parents d'élèves se mettaient à accepter que dans une classe, il y ait des enfants qui soient un peu foufous, entre guillemets, c'est-à-dire qui crient, qui bougent, qui ne soient pas dans le moule. Mais le problème est réglé. Tous les enfants vont à l'école demain. Mais notre paradigme sociétal, c'est pas que l'IME disparaisse et que tout le monde soit à l'école telle qu'elle est, c'est que l'école, elle ressemble un peu plus à l'état d'esprit d'un IME, c'est-à-dire un lieu où on a le droit d'être soi, un lieu où on a le droit de ne pas rentrer dans le moule, et où la société, donc les autres parents, soient en capacité de dire, ouais, oui, c'est vrai, la classe, elle va moins vite. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la classe, elle aille moins vite? En vrai, on n'a pas besoin d'aller autant à l'école pour apprendre ce qu'on a à apprendre. Hein. On pourrait y aller beaucoup moins. Hein. Les enfants qui sont en CNED le savent. Il faut 2 heures par jour pour faire le programme. Hein. Tout le reste, il pourrait être consacré au bien-être et au bien vivre ensemble. Il pourrait être consacré à ce que même les enfants les plus foufous aient leur place à l'école. Et ça, effectivement, je pense qu'on le retrouve dans ce que vous avez dit de l'accueil et de l'état d'esprit de l'accueil tel que vous le proposez, où chacun a le droit d'être soi. Et si on veut que ça change dans notre société, il faut globalement que ça soit vrai à l'école, et surtout à l'école, pour que, je ne parle pas du travail et de l'entreprise, qui est un combat encore très compliqué, mais qui serait beaucoup moins compliqué si déjà, dès la maternelle, vous vous rendez compte qu'en maternelle, un enfant n'a pas le droit d'être lui-même. En maternelle, on n'a pas le droit d'être un peu foufou. Mais dans quelle société on vit pour pas avoir le droit d'être foufou en maternelle? Dites-moi. Qui peut pas m'en empêcher. Oui. Je vous invite à écouter Monsieur Legendre que l'on a interviewé pendant 33 minutes lors de notre dernière conférence dont le titre était Autisme et DND de l'enseignement inclusif à la pédagogie universelle. La pédagogie universelle, c'est exactement ça. Tout à fait. C'est permettre à tous les enfants d'avancer plus ou moins à leur rythme dans des espaces. Vous savez, des espaces, pas des petites salles de classe où on est les uns les autres et où on ne peut pas avoir un élève en plus dans la classe. Déjà. Et ça, M. Long, il le pointe. Et là, c'est la responsabilité pas de l'éducation nationale, des mairies, des départements, des régions, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Faites péter un peu les murs. Qui est de quoi faire vivre la pédagogie universelle. C'est la responsabilité de la société. Voilà. Et après, dans notre compte rendu, il y a aussi un petit exemple de l'Italie, avec Gisèle, qui est professeure de soutien en Italie. Et là, vous verrez aussi ce qui se passe en Italie. Alors, ils ont 50 ans d'avance. Et ben voilà, dans 50 ans, peut-être si on pouvait faire un peu plus vite, c'est quand même pas mal. Mais, d'accord? Donc, l'école, elle a envie, Les profs, ils ont envie de vivre des choses sympas avec leurs élèves. On n'est pas tous des monstres. Mais il y a quand même des conditions. Il y a aussi la formation. On a quand même amené toutes sortes de difficultés sans aucune formation, sans aucune connaissance. C'est pour ça que je ne pointe pas l'éducation nationale. Je pointe la société comme devant permettre à l'éducation nationale d'avoir cette position inclusive. Je vous engage aussi à lire. J'ai participé à la rédaction du cahier des charges de ce qu'on appelle les dispositifs d'autorégulation. J'ai travaillé j'ai travaillé dans un petit groupe de travail qui a écrit ce cahier des charges, ces différents cahiers des charges, on a eu plusieurs d'affilée, pour les collèges, les écoles et les lycées, et qui porte tout à fait cette dimension-là, qui est une dimension de l'école telle que on aimerait la voir, mais je ne pense pas que le problème vienne de l'éducation nationale, mais
de notre société à pouvoir permettre à l'éducation nationale d'avoir ce positionnement. Ce positionnement, comme je le disais, je faisais hommage aux IME parce que, encore une fois, je vois beaucoup d'enfants souriants, je vois beaucoup d'enfants qui grandissent, qui prennent de l'autonomie et qui sont tellement heureux dans ces dispositifs que je pense que cet état d'esprit-là doit être un état d'esprit collectif. Et maintenant que je parle des IME, je vais quand même donner la parole à Madame Gall, parce que jusqu'à présent, on ne vous a pas encore entendu. Eh bien, alors moi, je représente l'APU de Chambéry. Alors, l'APU de Chambéry, on est installé dans le quartier de Chambéry-le-Haut de très longue date. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'on fasse communauté avec le quartier de Chambéry-le-Haut, parce qu'on est juste là. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres conditions pour que ça marche. Tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait que nous gérions des établissements et des services sur le bassin chambérien, ça fait très longtemps qu'on accueille des enfants des quartiers. Des enfants et des adultes, précisément, de tous les quartiers, en fait, peu importe d'où viennent les personnes qu'on accompagne. Mais c'est assez particulier, puisqu'on accueille des personnes qui ont potentiellement un autisme, mais pas que, hein, historiquement, des déficiences intellectuelles et d'autres types de handicaps. Le lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, je le vois à plusieurs endroits. Comme on est des professionnels, encore un peu, comme on a des personnes quand même compétentes dans le champ de l'accompagnement, nous sommes des dispositifs ressources, en fait, pour les quartiers, pour toute personne concernée par une situation de handicap, et depuis bientôt 10 ans, pour leurs proches aidants, de manière un peu experte, grâce à la plateforme PAM73, qui est une plateforme d'accompagnement et de répit pour les proches aidants. Ça, c'est assez nouveau quand même, parce que pour le coup, elle n'est pas chambérienne, elle n'est pas de quartier, elle est départementale. Donc, n'importe qui en Savoie peut faire appel à PAM73, non pas pour avoir une réponse sur la question de l'autisme, mais pour avoir du soutien, à la fois pour les proches aidants et à la fois pour les personnes concernées. Et là où on peut être aidant pour le vivre ensemble et toutes ces questions-là, c'est à cet endroit-là. Quand Carole évoquait la question des centres de loisirs, ça fait 10 ans avec PAM qu'on dit qu'il faut qu'on travaille avec les centres de loisirs. Ça fait presque 10 ans qu'on n'y arrive pas, en fait. On a fait des petites expériences où on a accueilli les jeunes qui étaient des animateurs sur nos groupes d'accueil répit avec des éducateurs formés. Alors, ils venaient. Nous, on est allé un petit peu sur les centres de loisirs. Mais en fait, ça ne prend pas parce que ces jeunes, ils vont être animateurs 1 an, 2 ans. Et puis après, ils vont faire autre chose. C'est juste normal. Donc, à chaque fois, il faut recommencer. Il faudrait recommencer. Et ça, c'est une question de volonté du gestionnaire du centre de loisirs, en gros. C'est un peu ça. Des équipes, ils ont été comme nous pendant des années. Il n'y avait plus d'animateurs. Nous, on n'avait plus de personnel. Il n'y avait plus d'animateurs. Donc, on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à inscrire dans le temps. Et c'est dommage parce que c'est là où on peut faire le lien et être utile les uns avec les autres. Je voulais revenir sur la question de la psychiatrie parce que s'il n'y en a plus demain, on va vraiment être mal. Moi, ce que j'entends aujourd'hui des proches aidants qui viennent taper à la porte de PAM, c'est qu'ils ont besoin de soutien et de soins psychiatriques, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs proches accompagnés. Donc, sur la question du PTSM, il y a quand même la question de l'accès aux soins qui se pose clairement autour de la question de l'autisme aujourd'hui, avec des territoires peut-être un peu désertés, mais surtout des territoires où il y a encore des soignants qui n'accompagnent pas les personnes qui ont de l'autisme. Et ça reste quand même en Savoie un problème. On peut se le dire, et c'est la vérité, parce que c'est ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu dommage. Et sur la question du PTSM, nous, on est complètement impliqués, puisqu'il y a tout un champ qui concerne le vieillissement des personnes en situation de handicap. On participe à ce travail-là aussi, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. On est en situation de handicap un jour, on est parfois longtemps, et on vieillit comme tout le monde aujourd'hui, et quid du vieillissement dans la vie aussi, parce qu'il y a la petite enfance et les IME qui sont des lieux pour adapter, mais il y a aussi l'accompagnement du reste de la vie, et ça aussi, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Marilyn, comme à votre habitude, très précise. Marilyn, elle a un pouvoir magique. Tous ceux qui la connaissent, elle leur met des étoiles dans les yeux. Vous m'avez tendu une perche tout à l'heure sur le fait pourquoi il n'y avait pas beaucoup de psychiatres et pourquoi on manquait tant de psychiatres. En fait, il y a comme une réalité nationale, hein, c'est que tous les postes de psychiatrie ne sont pas pris. Et quand on interroge, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des étudiants en médecine. Il n'était pas pris parce que la représentation qu'ont les étudiants en médecine de la psychiatrie est très négative. Et on revient à la question de la stigmatisation. Il faut savoir que la stigmatisation
il faut savoir que la stigmatisation est un processus extrêmement puissant et qui touche les personnes stigmatisées elles-mêmes. C'est-à-dire que nous nous auto-stigmatisons. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préjudiciable, puisque on ne va parfois pas oser affirmer l'intérêt d'avoir accès à ces soins et finalement se dire oui, mais on a presque un peu honte, de psychiatre, faut le dire, on a un peu honte, est-ce qu'on est fier des psychiatres, je ne sais pas, mais moi je suis fier maintenant parce que je trouve qu'on a fait des belles choses, mais on les a faites ensemble. Je ne serais pas fier d'être psychiatre tout seul, on va dire. Je suis fier d'être psychiatre avec tout ce qu'on a fait ensemble depuis 30 ans que je travaille, 40 ans presque. Donc oui, ça me rend bien. Parce que vous écoutez des heures, mais non, plus sérieusement, c'est une spécialité pas comme les autres, la psychiatrie. Et on le voit, nous, au niveau du PTSM, concernant la téléexpertise, par exemple. Je ne parle pas de la téléconsultation, je parle de la téléexpertise quand un médecin de première ligne, un médecin généraliste, un libéral ou votre médecin traitant va se dire, tiens, là j'ai un doute, ce grain de beauté, avec un dermato, il va faire une photo du bouton, de la verrue, il va l'envoyer sur mon CISRA, etc. Il y a beaucoup de médecins qui utilisent la téléexpertise sur des versants du médical qui sont objectivables. La psychiatrie, c'est très particulier comme expertise. Et d'ailleurs, même si on travaille au niveau du PTSM au développement de la téléexpertise en Savoie pour faire que, avec le peu de psychiatres qui nous reste, on arrive à aider les médecins de première ligne à dire bah là, oui, il faut être inquiet. Là, non, c'est un épisode un peu dépressif, mais au niveau de la téléexpertise, je vais pouvoir vous appuyer, vous, médecins libéral, généralistes, et ensemble, moi à distance, parce que je ne peux pas recevoir votre patient, mais c'est très difficile de mettre en œuvre cette pratique experte, raison pour laquelle peut-être on a moins de candidats aussi dans les études de médecine à cette pratique qui devient, alors je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle est plus complexe qu'avant, mais on voit bien qu'il y a ce qui est de l'ordre du psychiatrique et ce qui n'en est pas. On a aussi beaucoup psychiatrisé, on a aussi beaucoup créé des foufous, comme dirait le docteur Gabor, on a aussi beaucoup dit que c'était pas normal, cet épisode-là. Alors que c'est peut-être humainement normal, en fait. Dans un épisode, dans une vie, on a le droit, peut-être bien, de ne pas aller bien à un moment donné, sans pour autant relever du psychiatrique. Donc il y a aussi cette tendance à la psychiatrisation de tout ce qui n'est pas dans les clous, parce qu'on est une société très normative aussi. Et si dans nos écoles françaises, c'est si compliqué d'être un enfant différent, c'est parce que faut pas sortir du cadre. Pourquoi en Italie, c'est moins complexe? Parce que peut-être bien que dans la culture italienne, je caricature un petit peu, mais on est un peu obligé de grossir le trait. Peut-être bien que dans la culture italienne, on s'autorise. Reprenez l'histoire de l'art italien, l'histoire des cultures italiennes. Mais combien on a d'Italiens hors normes? Donc je dis pas, je force un peu le trait, mais pour aller vite, en France, c'est le pays des académismes, c'est le pays des académies, c'est le pays des prix, c'est le pays des concours. Il n'y a qu'en France où on vous oblige à passer des concours pour être surtout bien dans les clous, pour aller occuper un poste à l'université. Aucune université du monde ne va vous demander de passer par le CNU, le Conseil national des universités, qui va vous adouber pour vous dire que vous pouvez candidater. Il y a pas, vous voyez, la France est un pays de la norme. Beaucoup. Et je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je dis juste que ça introduit des biais qui font une société très normative. Et donc, normal qu'on ait psychiatrisé peut-être des choses qui n'auraient pas dû l'être. Il nous reste un quart d'heure, on passe aux questions. Absolument, je prends Voilà. pas plus la parole, c'est juste parce que tout ce qu'on dit là, ça m'évoque aussi la question de l'expression dans tout ce qu'on discute. On a eu tout à l'heure le témoignage, c'est pas parce que tu es là, mais on est obligé d'en parler, le témoignage d'une personne qui ose prendre la parole, qui sait expliquer en fait les choses.
Et je trouve que l'endroit, la culture, les arts, tu l'abordes un petit peu dans ce que tu dis aussi. Qu'est-ce que peut amener aussi toute cette partie du plus à côté pour faciliter la place d'être soi? Voilà. Et dans la question du handicap ou de ce qu'on discute, c'est essentiel. Et je pense que ça, c'est respecter aussi la personne dans ce qu'elle est, de offrir tous ces endroits. Ça fleurira un jour. Parfois, on peut pas tout de suite, mais ça vient après. C'est pas grave. En tout cas, la complémentarité, pour moi, elle est aussi absolument là. Et une dernière chose, pour anecdote aussi, j'en profite. Un jour, j'ai une fille, elle arrive, elle est en situation de handicap. Alors tout le monde me dit, ah, mais comment on va faire, etc. Et en fait, on me dit, elle me dit, non, mais attends, fou, là, moi, ça fait 10 ans que j'en parle dans toutes les écoles, on est tous comme ça dans ma famille, donc moi, je vais expliquer ça à tout le monde. De sa place, jeune, elle était formée elle-même à culturer, en fait, à déstigmatiser sa place, son position, et elle savait, elle avait appris, en fait, à mettre des mots sur tout ça, faire tomber les peurs des gens, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'accompagner bien les gens pour eux-mêmes là-dessus. Alors, merci pour la perche, parce qu'avec l'autisme, il y a une des spécificités, le docteur Cabrol, il pourra corriger si c'est faux, c'est que même apprendre, on l'apprend. Donc, apprendre, ça s'apprend. Donc, l'espoir est permis. Pour rebondir au docteur Cabrol, qui a dit les gens, ils ont le droit d'être un peu foufou. Alors, moi, j'ai eu un épisode dépressif où j'ai été hospitalisé. Et il y a eu un déclenchement, c'est quand on m'a dit que la plus grande des folies, c'est de croire qu'on l'était. Déjà, ça remet tout le monde à l'heure. Et puis, là, maintenant, voilà, les questions, c'est les questions. Merci de nous avoir attendu avec beaucoup de patience. Voilà, des fois, d'inverser les rôles, c'est là où on comprend, c'est parce que moi, dans le début de parole, c'est très apprenant, en fait, là. Et du coup, il y a une question là-bas, monsieur. Je voulais savoir, en fait, si vous avez des pistes pour avoir une histoire, comment semer des graines d'acculturation, en fait, et faire en sorte que les gens s'y approprient. Je vais plus faire, typiquement, quand on fait des interventions dans les écoles auprès des parents, quelles que soient les interventions, globalement, on va souvent avoir les mêmes, les parents. Et les parents qui viennent, c'est déjà des parents qui sont déjà éveillés ou acculturés, en fait. Enfin, les parents qui sont éloignés de cette acculturation ne viennent pas, ne prennent pas ce temps. Est-ce que vous avez, vous, de l'expérience ou des pistes pour approcher des parents qui sont un peu réticents? Déjà, il faut se rapprocher de David Couture, que c'est quelqu'un qui Déjà rassemble. la PAM ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui rassemble, la preuve. Chaque année, on est tous rassemblés autour de lui et grâce Je à passe vous. le relais cette année, quand même. Et ouais, mais quand même, vous êtes là. Oui. Et vous êtes là, et on est là parce que vous êtes là. Donc, déjà, vous demandez à Monsieur Madmur de venir, et vous allez avoir des tas de gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui vont venir et qui vont sûrement entendre. Après, on parlait tout à l'heure de comment faire venir, enfin, je ne sais pas spécialement, je pense aux dispositifs d'autorégulation, à la manière dont on les a conçus et pensés dans le cahier des charges. C'est une politique globale qui consiste à dire, à partir du moment où un enfant ou une école existe, eh bien, l'ensemble des parents doivent se sentir concernés. Mais pour ça, effectivement, c'est un projet d'école. C'est un projet d'école, c'est-à-dire que les dispositifs d'autorégulation tels qu'on les a construits, ils n'existent que parce que l'école dans son ensemble, et donc le projet d'école, intègre l'idée que tous les parents seront concernés. Et ils seront d'autant plus concernés que on ne pointera pas tel ou tel élève. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais là peut-être un peu plus. Si vous lisez le dispositif d'autorégulation, vous saurez que certes, il y a des moyens supplémentaires qui sont mis en place, mais ces moyens, ils sont alors, pour des questions de notification MDPH dédiées à des élèves, mais en vrai, dans l'école, personne ne doit savoir qu'ils sont dédiés spécialement à ces élèves. En fait, ils sont dédiés à l'école pour accomplir son projet d'inclusion. Et son projet d'inclusion fera que tous les élèves en difficulté seront concernés, y compris par l'aide que les autres élèves leur apporteront, que d'autres parents leur apporteront, ou par l'aide que les professionnels apporteront. Mais à partir du moment où on ne pointe pas spécialement tel ou tel élève, parce que tous les élèves peuvent être en difficulté un jour ou l'autre. Donc si on dit que le projet d'école, il a comme idée de pouvoir favoriser le fait que tous les élèves qui seraient en difficulté puissent être aidés par l'ensemble du collectif,
Peut-être que ça fera venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, moi, j'ai pas, enfin, sur le champ précis, j'ai pas une réponse, mais en tout cas, on travaille quand même souvent à avoir cette stratégie d'aller vers et sur d'autres sujets. Je pense par exemple à l'égalité homme-femme. Il y a aussi une inclusion. On essaie de travailler dans les politiques publiques. Alors, à mon avis, ça se fait pas d'une manière. Enfin, il faut essaimer. En fait, la première chose, c'est que tout le monde en fasse une question pour soi. Après, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire en multipliant les occasions de parler du sujet et de responsabiliser chacun en disant c'est ton affaire. C'est pas parce que on a organisé là, par exemple, sur tout à fait autre sujet, l'insertion professionnelle des femmes dans les quartiers, il y a 30% de femmes qui travaillent moins que les hommes. Et ben, c'est pas la question que de France Travail, c'est la question de tous. Voilà. Et comment faire que cette question devienne une question de tous? Et ça, je pense que c'est une première piste, c'est-à-dire multiplier les espaces comme celui-là, où on se rencontre, où on discute, interdisciplinaire. Une deuxième enjeu, c'est multiplier les espaces d'aller vers, c'est-à-dire multiplier les endroits où on peut aborder la question et aller vers ceux qui ont moins la parole ou moins l'occasion. Donc, des food trucks, j'ai vu, enfin, il y a plein de multiplier le club de sport. Il y a un club de lutte à côté, je crois, vers Céline, qui fait des choses exceptionnelles en matière d'inclusion. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ici en aient conscience et le connaissent. Voilà. Et comment on se fait, comment on se rend compte, comment on va vers les gens là où ils sont, tout le temps en multipliant les possibilités. Et je pense qu'on arrivera un peu à changer enfin, voilà. Ça devient une question collective, parce que c'était un peu ça votre question. Vous avez une question, Madame Hervé? Je voudrais partager une expérience pour répondre, rejoindre vos propos, répondre un petit peu à vos questions. On a la chance que l'ARS nous ait laissé un petit peu carte blanche. Alors, et donc, j'ai rencontré M. Macmur, parce que ça commence toujours comme ça. Donc, M. Macmur, au violet. Et au violet, donc on a eu l'occasion, avec les différents professionnels, de pouvoir rencontrer la mairie du quartier. Et l'ARS m'a donné carte blanche pour pouvoir monter un dispositif des petits dans les écoles prioritaires. Et donc, le violet nous a mis à disposition un local où nous allons aller, nous commençons déjà à aller dans le quartier. Donc, à la fois dans les écoles, et là, on pas sur des écoles volontaires, c'est-à-dire on ne stigmatise pas, on y va effectivement avec un nom, mais on va travailler avec la classe. Donc c'est vraiment l'état d'esprit, c'est pas le DAR, mais ça peut inspirer, ça s'inspire un petit peu. La chance de pouvoir travailler avec le Dr Cabrol, écoute ces idées. Mais du coup, voilà, ça se fait ensemble, finalement. Parce que si le violet n'est pas ouvert ses portes, on n'aurait pas un local où on va pouvoir rencontrer les familles. Quand je dis les familles, ce n'est pas forcément les familles de l'enfant ou des enfants en situation de handicap. On va monter des dispositifs, là on est une nouvelle équipe, et on va vraiment aller sur le terrain. Donc là, pour partager, pour se faire connaître. Mais tout ça, c'est des histoires de rencontres. Oui, mais après, il y a juste pour clôturer sur la question des parents, les enfants passent beaucoup de temps à l'école, Dr Cabrol l'a rappelé. L'école, c'est une évidence pour tout le monde. C'est le lieu par excellence où on va pouvoir transformer la société de demain. On ne s'y est pas trompé sur l'écologie. On s'est dit, oula, il va falloir quand même former nos petits à cette question de l'avenir de la planète, etc. Parce que c'est eux les adultes de demain. Donc le DAR, c'est intéressant pour ça, parce que c'est une nouvelle culture qu'on apporte dans toute l'école, et ce n'est pas une Ulysse, une UMA, ça c'est toute l'école qui s'embarque. Il y a quand même la question de la formation des enseignants, c'est un serpent de mer, mais je veux dire, quand on a un peu de culture pédagogique, mais dans les années 30, Célestin et Élise Freinet, c'est pas la question. Je veux dire, les familles, elles n'osaient même pas contester la démarche pédagogique de Célestin Freinet, parce qu'on était dans une éducation populaire, généraliste, qui était de l'ordre de la bienveillance à l'égard de l'autre en permanence, et on ne se posait pas la question de savoir s'il était autiste ou autre chose. Je vais me présenter, je m'appelle Dionalis, j'ai 26 ans et je suis autiste. Et, en fait, ma question, c'était, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est très complémentaire. Et déjà, je voulais vous remercier parce qu'en fait, vous êtes tous écoutés et je trouvais ça trop bien de mettre ensemble, par exemple, des personnes complètement différentes et des milieux complètement différents. Moi, je m'attendais à venir et qu'on parle, par exemple, que de l'autisme avec des personnes du médico-social. Et en fait, j'ai entendu qu'il y a par exemple des
des élus ou d'autres, de la mairie de quartier, enfin un peu tout. Donc déjà, c'est super. Et en fait, je voulais rebondir sur le discours de Madame Lys. Donc en fait, vous avez dit, par exemple, donc la France, bon, je prends un raccourci, mais il y a beaucoup de normes. Et c'est aussi que quand on est différent, quand on est un peu hors cadre, on est différent, c'est un peu compliqué. Et en fait, moi, mon parcours, même lorsque j'allais voir des structures qui accueillent ces personnes différentes, entre guillemets, et bien en fait, j'ai jamais trouvé ma place. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je suis dans le médico-social. J'essaye, parce qu'en fait, j'ai des pathologies, donc je suis à la fois du côté de la maladie, je suis à la fois du côté du handicap, à la fois à l'école, c'est un peu catastrophique. Et en fait, je me dis, mais comment on peut réunir tout ça? Par exemple, moi, je m'exprime, donc aujourd'hui je parle, mais avant, c'était très compliqué pour moi de parler. Et en fait, moi, je m'exprime à travers l'art. Et je me dis, mais comment on peut mettre dans le médico-social, qui parfois est très normé, comment je peux arriver et mettre, par exemple, je ne vais pas pouvoir parler, comment je peux écrire, comment je peux exprimer à travers des photos, comment je peux exprimer les choses en fait de manière totalement différente. Et en fait, même dans des lieux où je suis censée trouver ma place parce que j'ai cette neuroatypie, et bien en fait, je ne la trouve pas. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'aimerais, par exemple, moi, c'est compliqué pour moi de prendre ma place lorsqu'on ne me la donne pas. Et comment on peut donner donc cette place aux personnes concernées, en fait, de donner cette voix aux personnes en situation de handicap. Et voilà, donc en fait, j'ai pas vraiment de questions, je crois, c'est simplement, en fait, comment on peut réunir tout ça, comment vous avez réuni aujourd'hui de plein de milieux différents, comment est-ce que moi, je peux entrer, en fait, parce qu'il y en a qui disaient, je crois que c'est, vous oubliez votre nom, Carole. Carole, vous disiez, voilà, nous, on est animateur, mais on ne sait pas forcément comment faire pour accueillir du public en situation de handicap. Et en fait, moi qui suis, j'aurais à cœur de vous apprendre comment m'accompagner moi et comment accompagner mes pairs qui aussi, eux, ont des besoins spécifiques ou non. Et généralement, quand j'ai expliqué un petit peu, où on me dit, voilà, vous êtes autiste, donc en fait, on reprend en charge comme ça. Mais en fait, non. En fait, moi, c'est-à-dire que je touche un petit peu beaucoup de milieux et c'est vrai qu'à force de se suradapter à moi, et en fait, j'ai le sentiment qu'on n'est plus du tout adapté à moi et je me sens complètement perdue. Je ne sais plus comment on dit. Oui. Moi, je veux bien te répondre. Parce que j'ai vécu les mêmes choses, mais on ne les exprime pas de la même manière. C'est pour ça que quand on a commencé la journée de l'autiste, le premier titre, c'était Autiste et alors avec un point d'interrogation. Et on a dit que l'autisme, pour le comprendre, fallait le vivre. Et du coup, on avait dit Amen, autiste et alors, parce que c'était son parcours d'inclusion qui avait fédéré beaucoup de monde, avec des points d'exclamation. C'était de dire, quand on le vit, les interrogations se transforment en exclamations. L'année d'après, avec Barbara et Madame Lomoni, le titre, c'était Ensemble vers un regard nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais même pour nous-mêmes. L'année dernière, à Cognin, c'était le vivre ensemble, et cette année, vraiment, c'est l'enrichissement par le partage et le faire ensemble. Pour l'année prochaine, maintenant, tous les acteurs sont réunis, et c'est de donner un petit peu la liberté à tout le monde de participer à sa manière. Et c'est vrai que ça marche dans les quartiers dits politiques de la ville, parce que je vais donner l'exemple du Belay, 4000 habitants, 30 nationalités, l'autisme, c'était une nationalité, une culture de plus à découvrir. Et c'est là où l'expression du langage non verbal, on avait des experts parce qu'ils sont dans la même situation, ils ont les mêmes difficultés. Et voilà, à partir du moment où on a des expériences en réussite, ça marche. En fait, la diversité de la journée, elle est là. Juste pour vous répondre, moi je crois que dans ce que vous venez de dire, très important, c'est que la pérédance est une dimension qui aujourd'hui se développe. Dans le PTSM, il y a une fiche action autour de la pérédance. Au départ, on pourrait dire la pérédance, c'est entre pairs, j'ai la même pathologie que toi, le parcours. Donc, je vais apporter à une équipe, c'est le cas au CHS, il y a des médiateurs santé-pairs, il y a dans le médico-social des pairs aidants. Aujourd'hui, on recrute, ça se professionnalise, il y a des DU de pairs aidants. Et c'est effectivement importer dans un écosystème cette culture de l'atypie pour dire à une équipe, les gars, là, pour s'occuper des personnes comme ça, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. C'est une manière d'apporter une expertise, ce fameux savoir expérientiel. Il y en a dans la salle des pairs aidants qui ils peuvent aussi compléter ce que je dis parce qu'ils sauront mieux que moi l'expliquer. Moi, je crois que la pérédance, c'est d'ailleurs la feuille de route nationale santé mentale et psychiatrie 2025-2030. Comme par hasard, elle pointe que la pérédance, il va falloir s'y pencher sérieusement. Ça veut dire donner des sous, que l'ARS donne de l'argent,
pour lancer des appels à projets, pour recruter encore plus de pères aidants. Pourquoi? Parce que moi, je crois, étant donné la prévalence des troubles du neurodéveloppement normalement, que peut-être bien que dans 15-20 ans, être neuroatypique sera à la norme. Et qu'en fait, ce sont les pères aidants qui vont venir faire cette acculturation un peu partout. Et en fait, il y a déjà, et le docteur Cabrol l'a dit, aujourd'hui dans les services de psychiatrie, dans le médico-social, il y a des personnes autistes qui ne le savent peut-être pas. Il y a des TDAH qui le découvrent à 40 ou 50 ans, ou des autistes qui le découvrent à 40. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller occuper le terrain, au milieu de la norme, au milieu, on va dire, de ce qui est le plus normé. Et il faut déconstruire de l'intérieur cette norme qui étouffe les atypiques. Donc, c'est les pères aidants. Moi, je crois beaucoup que la père aidance n'est pas un petit coup de pouce pour mieux accompagner les personnes. C'est un vrai pouvoir de reconstruction d'une norme reconsidérée et anormale. En fait, moi, je me présente, je suis grand-mère d'une petite fille de 4 ans et demi. Et quand je vois tous les intervenants ici, dans le parcours de ma petite fille, j'ai eu affaire à, donc à Femme 73, je vous en remercie. J'ai eu affaire aussi à Madame Lafitte, de la Femme 73. Dans le parcours aussi, j'ai pas eu, la petite a été diagnostiquée sur Lyon, donc pour l'instant, on n'a pas pu vous rencontrer, M. Cabrol. Mais là, dernièrement, dans tout le parcours, on a eu une notification IME pour la tête. Et donc, je crois qu'elle va peut-être, je vais devoir, du fait de la liste d'attente qu'il y a, 3-4 ans, je vous entends depuis tout à l'heure, je vois un peu les problématiques, je peux peut-être faire appel à DINFA. Nous, on nous a demandé de refaire une notification, c'est ça, DINFA. Voilà, donc je vous explique un petit peu la situation. Et je vous entends tous avec une super volonté individuellement de faire les choses, et il y a des choses vraiment très belles qui sont faites, mais cependant, moi, quand je vois la situation de ma petite fille et de ma belle-fille, c'est pas encore assez suffisant. Et tout à l'heure, M. Cabrol parlait justement du système scolaire. On parlait des parents, effectivement, il y a toute une éducation, une sensibilisation aussi à faire en tant qu'humain dans la normalisation, ça je suis d'accord. Au niveau aussi des instituteurs également, parce que c'est pas qu'ils veulent pas bien faire, mais je peux le dire, malheureusement, ils n'ont pas les moyens de bien faire. Et on ne leur donne pas forcément les moyens. Je vais vous donner l'exemple de ma petite fille. Là, une notification, un message, elle est censée faire 16 heures d'école. Elle fait qu'1h20 par jour. Le reste du temps, elle n'a aucun moyen de solution d'accueil. Elle a 4 ans et demi. Donc, elle se retrouve entre 4 murs avec 2 parents, 2 adultes qui s'occupent d'elle, moi et ma belle-fille. On a tapé quand même à beaucoup de portes. On n'a que 2 heures mercredi. L'éducation nationale ne peut pas l'accueillir 16 heures. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Elle n'est pas la seule. En dehors de tout ce temps scolaire, est-ce qu'on leur donne vraiment une chance? Non. Moi, j'estime que ma petite fille aujourd'hui, malgré toute la volonté, franchement, on fait du super travail. Mais le problème qu'il y a, je trouve que c'est chacun fait de son côté. Moi, ma question serait, est-ce qu'il n'existe pas, alors peut-être que vous le faites et je ne suis pas au courant, un endroit où tout le monde, justement, moi j'ai entendu beaucoup de choses, mais personnellement, pour l'instant, je n'ai pas entendu vraiment une proposition d'action vraiment concrète et de mise en place. Vraiment, voilà, c'est mon ressenti. Je suis venue là pour chercher des réponses, espérer qu'il allait y avoir aussi des propositions. Et pour l'instant, je n'ai pas encore. Alors peut-être, comme vous dites, vous faites, voilà, il y a le bureau. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Parce que ce qu'il faut savoir, le milieu ordinaire, c'est très bien. Il est pour ma petite fille pour le moment. Du fait du manque d'ASH, ce n'est pas possible. Donc, elle ne peut pas être prise en charge et elle n'évolue pas normalement. Alors qu'elle aurait besoin de tout cet accompagnement et son autisme demande comment dire, qu'on prenne en charge ses habiletés sociales. Et elle n'a aucun moyen à part 1 heure d'orthophoniste par semaine et 1 heure de psychomotricité. Tout est bloqué, en fait, vous parlez, mais les moyens ne sont pas là. Ils ne sont pas là, c'est un constat. Moi, je rencontre des directrices d'école qui me l'ont dit, qui n'ont pas les moyens, qui sont à bout de souffle, les AESH sont en arrêt maladie, elles n'en peuvent plus aussi. On leur donne des missions, elles ne sont pas formées. Les travailleurs sociaux, ils essayent de tout faire, mais ils pédalent, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les budgets, ils n'ont plus rien. Ces enfants, on veut faire la voie de l'inclusion. L'inclusion, à la base, dans le fond, était une super idée.
Mais en fait, sur certains profils d'enfants, eh ben, on est en train de sacrifier une génération entière. On est en train de faire de la maltraitance involontaire sur ces enfants. Parce que, et c'est la vérité. Et je tenais à le dire. Et j'espère vraiment que d'ici, on a un petit peu en retard. Peut-être ma petite fille n'a pas été diagnostiquée à la bonne époque, mais j'espère vraiment que d'ici 10 ans, 15 ans, que tous ces enfants pourraient être pris correctement en charge parce que c'est leur droit. Et aujourd'hui, leurs droits ne sont pas respectés. Voilà ce que je voulais dire. Merci. C'est vrai que on allait conclure sur une note très optimiste, et une note très optimiste que je trouve aussi très importante, celle de tout ce qui s'est fait et de l'évolution dans laquelle on est. Comme je vous le disais, ça fait 40 ans que j'ai mis le premier à l'hôpital et 30 ans que je m'occupe de titre. Donc j'ai vu le chemin qu'on a parcouru. Mais effectivement, je trouve très important qu'on finalement on conclue sur le fait que cette parole que vous dites, je dirais qu'elle me saisit un peu parce que, si vous voulez, au début des années 2000, quand je suis arrivé en Savoie, j'entendais ces paroles, je voyais les enfants dont on s'occupait, le peu de scolarisation qu'ils avaient, et à l'occasion de la loi de 2005 sur la citoyenneté enfin, sur le handicap, les personnes handicapées, la citoyenneté, à l'occasion du premier plan autisme, on a pu, avec l'éducation nationale, créer les premières ULIS TSA maternelles de France, qui ont servi de préfigurateurs à ce que sont les UEMA. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Savoie, nous sommes les seuls départements où il y a des ULIS TSA maternelles et des UEMA ensemble, parce que c'est une ici. Et c'est vrai que ça me saisit quand même beaucoup de me dire que 20 ans, non, mais que 20 ans après, on puisse non, mais je sais bien. Et je veux dire, c'est pour ça qu'on les a créés. C'est pour ça qu'on les a créés, parce que il y a 20 ans, 25 ans, cette situation que vous décrivez, et quand je me souviens, j'ai écrit sur une petite feuille de papier qui est toujours à l'école maternelle d'Aix, avec l'enseignante qui est toujours d'ailleurs, Flavie, et qu'on a écrit, les enfants ne doivent pas rater le train de la maternelle, c'est très important pour eux, c'est très important pour leur avenir, et donc ils doivent être scolarisés pleinement, et pas quelques minutes par jour. Je suis évidemment un peu désolé de me dire que 25 ans après, il puisse encore y avoir des situations comme celle-là, comme celle de votre petite fille. Je sais tout le chemin qu'on a parcouru malgré tout, et je sais toutes les places qui ont été créées, je sais toute l'évolution des dispositifs, mais je trouve très important qu'on conclue sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin encore à parcourir, de moyens à dédier pour que, en particulier, les plus petits soient inclus dès la maternelle. Je suis juste étonnée, vous savez que vous pouvez redemander à la MDPH, je suis étonnée du peu de prise en charge proposée à votre petite fille. Juste, je pense qu'il y a moyen vraiment, non pas de poser un recours, mais de reconsidérer, c'est-à-dire non pas de relancer la MDPH sur les droits et les compensations en attendant qu'une place en IME se libère. Moi, je connais plein de familles dont une famille dont le fils a été déscolarisé à 5 ans et demi et H24 à la maison, non verbal, et la société, pour moi, est totalement responsable de la situation. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, des familles, j'en connais beaucoup, et ce que je veux vous dire, c'est que parfois, il arrive que, en relançant la MDPH, non pas pour dire on ne veut pas attendre 3 ans la place en IME, mais pour dire en attendant la place, révisons toutes les compensations auxquelles elle a droit. Et ça, c'est possible. Moi, je veux juste valoriser le combat des parents. Enfin, ce qu'on entend là, il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est les parents mènent un combat dans tout ça au quotidien. Donc, je pense que la deuxième chose, c'est la responsabilité qu'on a, nous, dans nos institutions et associations, à apporter ça. Et j'entrerai évidemment pas dans votre situation, mais en tout cas, elle est à l'image de la désorganisation que l'on a, nous, les professionnels. C'est-à-dire, et quand je dis désorganisation, c'est pas manque de volonté, en tout cas, c'est le fonctionnement par silo. Donc, à nous aussi de prendre cette responsabilité pour travailler ensemble au service du combat des parents. Parce que le bout de la chaîne, c'est vous. Yann Briançon, alors est-ce que c'était apprenant aujourd'hui? Extrêmement apprenant, je vous remercie. Docteur Cabrol, partout il a perdu, vous continuez à nous suivre. Expérience participative, on est là. On continue. On a Carole Lafitte, c'est quand qu'on fait un tour en camion? Le beau Le camion où on va dès qu'il y a un tour. Quand tu veux. Eh non, c'est génial le camion. Puis Marilyn, du coup, cette année, vous avez porté la journée avec la PUI, donc la plateforme Webby.
Et du coup, pour l'année prochaine, on recommence ou On pas? continue. Et avant l'année prochaine, on recommence ou pas? Voilà. Et toi, Viviane, le mot de la fin, le dernier pour toi. Elle a raison, la collègue, bien évidemment, qu'au bout du bout, enfin, c'est les enfants qui sont en première ligne, hein, et les familles, et vous avez raison de dire que c'est très grave.